à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée de congrès qui va être bien remplie, hein, je pense, puisque ce matin nous allons aborder le thème du renouvellement urbain, mais nous aurons aussi une plénière sur la transition écologique. Cet après-midi, on va s'intéresser à tout ce qui concerne les nouveaux besoins qui sont à satisfaire et comment on peut s'y adapter. Et puis nous aurons le moment fort du congrès des HLM avec les trophées de l'innovation. Donc ça, c'est pour cet après-midi, mais ce matin, on va commencer par le renouvellement urbain. Donc on a une nouvelle ministre du logement, mais aussi de la rénovation urbaine. Est-ce que c'est un signe d'avoir ajouté ce titre à cette ministre de plein exercice? Depuis 2014, le nouveau programme de renouvellement urbain se déploie sur près de 450 quartiers. Des projets qui doivent être engagés d'ici 2026. Plus de 45 milliards d'euros sont investis, dont plus de 60% sont portés par les organismes de logement social. L'objectif, c'est de réhabiliter près de 150 000 logements sociaux, d'en démolir 106 000, ceux qui sont obsolètes évidemment, et d'en reconstruire 87 000. Il y en aura 95 000 en diversification, accession sociale à propriété, logement libre ou intermédiaire par exemple. Alors comment ces travaux avancent-ils? Est-ce que l'on peut respecter l'échéance de 2026? Quelles sont les difficultés majeures à surmonter, les défis qui ont déjà été relevés? Comment on va poursuivre cette politique du renouvellement urbain au-delà de 2026? C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre lors de cette plénière. Et bien sûr, vous avez la main aussi pour poser vos propres questions. Comme hier, on y répondra. Je vous rappelle le numéro de téléphone qui s'affiche déjà, 06 44 64 65 04. N'hésitez pas, au fil de l'eau, on récupère vos questions et je les relayerai auprès de mes invités que je vais tout de suite présenter, puisqu'on a pas mal de choses à traiter dans ce cadre. Je commence par vous, Elisabeth Navo-Diop. Vous êtes présidente d'Equidom, Office public de l'habitat du Grand Poitiers. Vous gérez un patrimoine de 12 600 logements. Nous avons Eddy Jacquemart, bonjour, bienvenue, président de la Confédération nationale du logement, les CNL, principale association de représentants des locataires du logement social. Anne-Claire Mialot, directrice générale de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU. Nous avons Pierre Marchal, directeur général de l'entreprise sociale pour l'habitat SA des Chalets. Vous gérez plus de 17 000 logements dans le département de la Haute-Garonne. C'est intéressant d'avoir des exemples très concrets sur le territoire. Et vous investissez évidemment dans des projets de rénovation. Clara Jiménez, vous êtes vice-présidente de la métropole de Montpellier, déléguée à la politique de la ville et de la cohésion sociale. Et enfin, Patricia Dudonné, directrice générale de la Société dauphinoise pour l'habitat, SDH, qui appartient au groupe Action Logement, présente dans le département de l'Isère. 23 000 logements. Et vous êtes également présidente de l'association régionale HLM Auvergne-Rhône-Alpes qui regroupe 85 organismes de logement social. Et vous travaillez pour le groupe qui a été mis en place par l'Union sociale pour l'habitat sur, évidemment, l'avenir de la politique de renouvellement urbain. Et vous nous donnerez un petit peu, justement, la vision de l'USH sur le sujet. C'est intéressant parce que 2026, c'est quand même très proche. Le temps passe de plus en plus vite dans ce domaine. Alors, je vais commencer par vous, Clara Jiménez, pour avoir justement une vision assez concrète de ce qui se passe sur le territoire. La ville, donc Montpellier, dans la ville, les bailleurs sont très investis sur 2 projets, notamment de rénovation. Au nord-ouest de la ville, dans le quartier de la Mosson, qui représente 22 000 habitants, avec 65% de logements sociaux. Et puis, dans le quartier des Cévennes. Alors, quels sont les objectifs? Comment ça se passe? Dites-nous concrètement comment ça avance, ces projets. Bonjour. Alors peut-être 2 éléments pour commencer. Le premier, c'est qu'on a 2 territoires en projet de renouvellement urbain, 2 territoires très différents, 2 réalités différentes. Un quartier où il y a 60% de logements sociaux et un quartier qui est constitué uniquement de copropriétés privées. Et donc on a 2 façons d'envisager le projet de renouvellement urbain. On a aussi 2 réalités différentes. On a un quartier de la Mosson qui recoupe donc près de 25 000 habitants, où on a un tissu associatif très riche, des équipements publics très nombreux, un stade de foot, un théâtre, 3 maisons pour tous. Donc c'est une réalité de vie de territoire qui vit énormément sur la base de ces animations des structures associatives et publiques. Là où le quartier des Cévennes est un quartier plus enclavé, qui n'est pas desservi par le tramway, qui rencontre d'autres difficultés, où on a d'autres sujets.
Et donc ça veut dire que c'est très compliqué de gérer deux territoires qui ont vraiment des spécificités, des caractéristiques très différentes? Oui, c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on a choisi de mener non pas des projets juste de rénovation urbaine ou juste des projets de quartier politique de la ville, mais bien d'avoir une vision de projet de territoire et Global, donc. global et d'inscrire donc ces quartiers dans notre politique globale du territoire montpelliérain, mais bien d'avoir une vision des réalités de chacun de ces quartiers. On ne peut pas dupliquer ce qui se fait à la Mosson au quartier des Cévennes et inversement, puisque les réalités sont très différentes. Et donc on avait vraiment envie et vraiment à cœur de travailler ces projets de rénovation urbaine de façon globale, pas simplement sur la question du bâti, mais aussi de se poser des questions liées à la sécurité, liées à la vie associative, liées aux équipements publics, mais sur la base des spécificités de ces deux quartiers. Mhm. Et est-ce que vous pouvez nous parler précisément justement des deux opérations? Qu'est-ce que ça représente comme montant, comme type d'opération? Je vais ressortir mes chiffres parce que je vous avoue, Non, mais c'est intéressant d'avoir je des ne les ai visions pas très toujours en précises en tête. fait. Excusez-moi. Ah bah non, allez-y, hein, c'est c'est le temps de trouver tous les chiffres, puisqu'on parle d'investissements quand même importants et puis de typologies d'opérations qui sont différentes. Tout à fait. Sur le quartier de la Mosson, on a eu lundi matin une belle séquence où on a engagé la destruction de la fameuse tour d'Assas, qui était la tour la plus haute d'Occitanie, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on a engagé, il y a beaucoup de visibles déjà sur le territoire de la Mosson, puisque là où on n'a pas pu intervenir de façon durable, on a aussi des actions d'urbanisme transitoire, qui nous permettent aussi de redonner confiance et que les habitants nous croient capables de modifier leur vie au quotidien. Donc sur le quartier de la Mosson, on a l'ensemble de ces questions-là liées à destruction-reconstruction, la question de l'habitat social, de sa rénovation, et la question des espaces publics qui est fondamentale. Sur le quartier des Cévennes, on a le vrai sujet qui est le désenclavement de ce quartier, la réappropriation des espaces communs comme étant des espaces publics, qui aujourd'hui sont des espaces privés sur lesquels la collectivité ne peut pas intervenir, et qui sont donc des espaces très dégradés, en proie parfois à des questions de sécurité, des questions de propreté, etc. Et où l'enjeu majeur pour nous à court et moyen terme, là, c'est de récupérer ces espaces-là communs pour en faire des véritables espaces publics pour que les habitants puissent se les réapproprier. Et est-ce que les habitants se rendent compte justement de l'impact que ça peut avoir à terme? Est-ce à travers justement les opérations, comment ça se passe? Je crois que sur le quartier de la Mosson, c'est maintenant très clair D'accord. que la collectivité intervient aux côtés de l'ANRU, aux côtés de l'État massivement. Sur le quartier des Cévennes, c'est un peu plus long et c'est moins palpable pour ces questions de propriété de l'espace et où on intervient, on est intervenu sur le chemin des écoliers. Pour le moment, voilà, on a des interventions ponctuelles, on travaille beaucoup, notamment avec les groupes scolaires, où on a ouvert un parc public, un nouveau parc public aux scolaires, etc. Mais ça va être un peu plus long de faire sentir la réalité du projet qui avance, puisqu'il nous a fallu passer par des procédures Très long. juridiques très très longues et très complexes de scission de copropriété, etc. Je ne vous fais pas l'article de l'entièreté, parce que je suis moi-même pas sûr d'avoir saisi tous les enjeux juridiques du sujet. Et donc là, on est sur quelque chose de plus long et où on a un vrai besoin. On a eu l'occasion d'en échanger avec Anne-Claire Mialot, mais de vision globale D'accord. sur le quartier et de faire intervenir plus de structures associatives, de faire revenir du service public pour pouvoir se réapproprier l'espace public et donner le sentiment aux gens que les choses bougent. C'est ça qui est difficile. Les destructions viendront après puisque ce sera beaucoup plus long, mais par contre voilà, on aura besoin de cette intervention rapide sur les espaces publics. J'en profite, alors il y a déjà une première question, et vous en avez parlé tout à l'heure, les copropriétés qui sont dégradées, comment elles sont traitées justement dans ces projets? Alors, elles sont traitées de plusieurs façons. Déjà, d'une façon juridique, puisqu'il y a des questions de propriété, c'est une réalité. Euh, Elles sont traitées donc de cette façon-là. Il y a un véritable travail de concertation qui est mené avec les habitants de ces copropriétés, mais avec des difficultés où on a parfois des propriétaires qui sont des propriétaires bailleurs et qui s'impliquent assez peu dans l'avenir des logements dont ils sont propriétaires. Donc c'est tout un travail de dentelle et je sais qu'il y en a dans la salle, mais je veux vraiment saluer les équipes
qui passent du temps à aller rencontrer les habitants, à toquer à leur porte, à leur expliquer ce qu'on va faire, à les impliquer au maximum dans le processus, mais avec cette difficulté que certains sont des propriétaires occupants, mais d'autres sont des propriétaires bailleurs. Et là, on a ce sujet majeur aussi à mener. Donc il y a cette question-là, et il y a ce que je vous disais sur la question des espaces publics, qui est quand même vraiment le sujet majeur, où il faut qu'on arrive à redevenir propriétaire de ces espaces-là, pour en Pour faire avoir la des main espaces du commun, quoi. Ouais, d'accord. Donc un travail de dentelle, mais qui a mené sur le long terme en même temps. Très long Pierre, terme. ouais, j'imagine. Et tout en donnant des signaux aux habitants pour dire que ça bouge et que ça va changer leur quotidien. Pierre Marchal, alors votre organisme, l'ASA des Chalets, je le disais, en plus de 17 000 logements gérés dans le département de la Haute-Garonne. Et vous êtes aussi engagé à Toulouse, dans le quartier du Mirail, avec des aspects importants dans ces travaux de rénovation, des opérations de démolition aussi, de reconstruction que vous menez en tant que bailleur, la gestion aussi d'une grande copropriété pour le compte des pouvoirs publics. Comment ça se passe? Parce qu'on imagine que c'est assez complexe. Est-ce que vous pouvez, pareil, un même exercice, essayer de à la fois nous expliquer le projet global et de rentrer un petit peu dans les détails pour qu'on voit comment on procède dans de tels types d'opérations? Oui, donc le quartier du Mirail, c'est un très grand quartier à Toulouse qui, après le PRU, travaille dans le NPNRU, a prolongé les actions pour transformer le quartier avec des opérations de démolition préalables à de la reconstruction pour recomposer l'urbanisme et le foncier, qui concerne à la fois de logement locatif social et des copropriétés. Sur ce projet-là, nous avons, le groupe des Chalets, 3 résidences qui sont prévues à être démolies. Au stade actuel, alors une résidence, c'est en moyenne un peu plus de 200 logements. D'accord. Voilà, donc c'est des gros ensembles qui nécessairement prennent un peu du temps. Aujourd'hui, nous avons entamé la démolition partielle d'une des résidences et nous faisons les actions de relogement sur la deuxième. Et la troisième, on attend l'avancement de la fin de cette deuxième étape pour avancer. En face, on a des objectifs de reconstruction, de reconstitution de l'offre. Donc sur site, elle se fera justement après la libération du foncier. Il y a toujours cette temporalité qui n'est pas toujours facile à voir. Et la reconstitution hors site. Et aujourd'hui, bon, voilà, on serons à la fin de l'année à 90% des engagements. Donc on est dans un Vous êtes dans un beau avancement rythme. correct, tout à fait. Ouais. Et enfin, une copropriété. Alors là, c'est un peu plus complexe et un peu plus long, puisque ce travail, c'est une copropriété qui rassemble 260 logements. Qui a été donc en 2014 décidé d'être démoli. Et nous sommes en 2024, on n'a pas terminé. Il reste encore 14 occupants, des ménages bailleurs ou des ménages propriétaires occupants, qui sont encore, voilà, qui habitent dans ce grand ensemble, qui est un grand navire très vide. Et la gestion du vide, alors c'est comme ça que nous on l'appelle au sein du groupe, c'est pas simple. On est dans un quartier qui a ses difficultés, et notamment de sécurité, il ne faut pas les nier, et la nature a horreur du vide. Et donc la gestion du vide est très complexe. Mm. Elle demande beaucoup d'énergie pour tous les collaborateurs. Il faut allier à la fois la sécurité des personnels, l'enjeu pour les locataires, trouver un cadre de vie qui soit correct, et c'est pas facile au quotidien. Donc il faut tenir la longueur et en même temps vérifier tous ces différents aspects. Il y a une question justement sur l'information que vous donnez aux locataires et aux habitants quand vous menez un projet comme ça de rénovation urbaine, et notamment, vous l'avez dit, quand on a l'impression que quelque part peut-être il ne se passe rien parce que l'immeuble est vide ou à moitié vide. Voilà. Comment on communique, comment on les informe en disant ne vous inquiétez pas, on s'en charge, on continue, ça va changer? Alors, c'est la temporalité pour moi un vrai enjeu, parce que, notamment sur les copropriétés, on a des enjeux juridiques, ça a été dit précédemment, très forts, avec des procédures qui sont particulièrement précises, qui demandent du temps et qui sont difficilement, par contre, appréciables par le néophyte. Oui. Voilà, donc toute la difficulté, elle est comment on pourrait peut-être essayer de faire entammasquer ces procédures. Moi, j'ai bien aimé l'intervention de monsieur le maire de Montpellier hier, qui disait il faut que les projets ne soient pas étouffés par les procédures. Et sur la copropriété, je ressens un peu l'inverse, parce que c'est très technique
Et ça rajoute cette difficulté de compréhension qu'il faut essayer de manager au mieux. Et je pense que ces expériences nous permettent d'en tirer sans doute des enseignements pour l'avenir. Et donc, en termes d'information pour les habitants, je rebondis sur la question, vous informez régulièrement des étapes, même quand il ne se passe pas forcément grand-chose, pour que... On essaie de le faire. Alors, on a aussi, en tant qu'opérateur, la casquette de syndic de la copropriété. Donc, c'est pas, voilà, on rajoute une difficulté, mais qui aussi nous semble importante parce que ça permet d'avoir ce lien du quotidien avec les habitants, d'essayer d'informer, de donner à voir. C'est un exercice qui n'est pas toujours aisé pour nous, hein, parce que, voilà, je le disais, les procédures ont leur vie propre, elles sont interdépendantes d'autres. Je prends l'exemple de la ville de Toulouse, qui a malheureusement vu son PLUIH annulé en justice, et toutes les procédures qui avaient été engagées se sont arrêtées. Il a fallu repartir de zéro. Je pense que ça, c'est difficilement compréhensible par le citoyen. Oui, difficile donc en termes de communication. Je voulais vous faire réagir, Anne-Claire Mialot, sur une question comme ça, avant de revenir encore sur des exemples de territoires. On nous demande, l'ANRU prévoit-elle de permettre de reconstruire des logements en quartier de la politique de la ville alors que le foncier est difficile à trouver ailleurs? Est-ce qu'on peut utiliser certains fonciers si on n'en a pas ailleurs? Merci beaucoup. Peut-être un mot pour dire que on est à un stade particulièrement important du développement du NPNRU, on est au stade opérationnel. C'est-à-dire que les exemples qui ont été donnés, que ce soit à Montpellier, à Toulouse, on ira à Grenoble ou à Poitiers, on est dans la phase opérationnelle et dans cette phase où on essaye de mettre en œuvre le programme avec l'ensemble de ses objectifs. Dans la mise en œuvre du programme, on a, sur l'intervention sur l'habitat, différents types d'interventions, de la démolition de logements sociaux obsolètes, mais aussi de la réhabilitation de logements sociaux. On réhabilite plus de logements qu'on en démolit, mais on démolit des logements sociaux obsolètes, comme ça a été dit, au Mirail ou la Tour d'Assas à Montpellier. Et l'ANRU impose la reconstitution de l'offre de logement social à 1 pour 1 dans les zones tendues. Donc dans les chiffres que vous avez donnés au départ, on a un peu moins France entière de reconstruction de logement social que de démolition, parce qu'il y a des zones détendues sur lesquelles on n'a pas besoin de reconstruire du logement social. On a besoin parfois d'avoir d'autres types de logements sociaux, d'autres types de logements en diversification. C'est le cas, par exemple, je prends une ville qui m'est chère, la ville dans laquelle je suis née, Nevers. À Nevers, il y a un taux de vacances de 40% dans le logement social. On n'a pas besoin de reconstruire du logement social. Par contre, on démolit des logements obsolètes et on reconfigure pour créer des maisons en accession sociale à la propriété. Dans les zones tendues comme Toulouse ou Montpellier, on a besoin de reconstruire du logement social au 1 pour 1, et c'est un sujet sur lequel je vois que les objectifs sont bien connus des bailleurs. Nous sommes extrêmement vigilants, et avec l'ensemble des maires et l'ensemble des bailleurs, avec des objectifs de reconstitution de l'offre que nous suivons de manière extrêmement précise. Et donc il y avait l'objectif de 80% d'identification à la fin de l'été. Je vois que tout le monde a bien ces chiffres en tête, 90% à la fin de l'année. Donc on est là parce que c'est important pour nous. C'est important que dans les zones tendues où il y a un besoin de logement social, la présidente de l'USH donnait le nombre de demandeurs de logement social qu'il y a actuellement en France et qui est en augmentation. Il est important que dans ces zones tendues, on arrive à reconstituer l'offre de logement social et qu'il n'y a pas de baisse de l'offre de logement social après des programmes de renouvellement urbain. Donc nous intervenons pour requalifier le quartier, pour améliorer la qualité de vie, pour développer la mixité sociale, mais ça ne doit pas se traduire par une baisse du nombre de logements sociaux. Alors après, j'en viens à votre question, dans cette reconstitution de l'offre de logement social sur les métropoles, en zone tendue notamment, je dis les métropoles, c'est principalement là qu'on a des zones tendues, on a cette exigence que la reconstitution de l'offre de logement social se fasse en dehors des quartiers politiques de la ville pour participer à la mixité sociale. Le président maire de Montpellier, hier, montrait bien la vision qu'il a pour sa ville et la façon dont il essaye à la fois de construire du logement social dans des quartiers où il n'y en avait pas, et d'apporter de la diversification sur le quartier de la Mosson, où nous étions lundi, pour favoriser la mixité sociale. Et donc nous sommes effectivement un peu exigeants sur le fait que cette reconstitution de l'offre se fasse en dehors des quartiers politiques de la ville. On peut parfois accepter des dérogations pour que ça se fasse dans les quartiers, mais on a cette exigence prioritaire d'apporter de la diversification et d'être complémentaire finalement à la loi SRU pour aller mettre du logement social là où il y en a peu. Et donc, effectivement, ça peut poser des problèmes opérationnels, parce que j'imagine que la question a été posée par des personnes qui ont des difficultés pour trouver des terrains.
Mais je pense qu'il faut aussi penser l'avenir, c'est-à-dire qu'on ne construit pas pour seulement aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être des terrains plus facilement disponibles dans les quartiers politiques de la ville. Mais on est ensemble en train de construire la ville de demain qui doit être une ville plus mixte, une ville plus résiliente, j'y reviendrai dans mon intervention. Et donc, même si c'est un peu plus difficile, il faut que les collectivités territoriales aident à identifier des fonciers, aident les bailleurs à trouver des fonciers en dehors des quartiers politiques de la ville pour participer à cette mixité sociale. Et donc c'est vrai que c'est un objectif qui est compliqué, mais c'est un objectif qui est au cœur de la mission de l'ANRU, qui est un des piliers de la loi Borloo de 2003. Et donc même si c'est difficile, il faut qu'on s'y attelle, il faut qu'on essaye de trouver des solutions. Après, ça n'empêche pas de faire du logement social, parfois dans les quartiers politiques de la ville. En reconstitution de l'offre, on peut financer des résidences intergénérationnelles, on finance parfois des résidences étudiantes. Donc on peut aussi avoir une autre typologie de logements sociaux dans les quartiers dans lesquels nous intervenons. Mais vraiment, cet objectif de mixité sociale, c'est au cœur de notre mission. Et donc, effectivement, c'est un peu plus compliqué, je comprends pourquoi la question est posée, mais essayons de trouver des solutions. Si on n'y arrive pas, après, territoire par territoire, on regarde, mais il faut qu'on arrive à trouver des solutions en mixité. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, un objectif dans le long terme pour favoriser la mixité sociale qui est visée, finalement, en fin de compte. Elisabeth Navo-Diop, donc on continue sur justement l'aspect territorial, Grand Poitiers. Vous menez aussi des opérations, des rénovations urbaines, le quartier des Couronneries, plus de 100 millions d'euros d'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet exactement? Quelles opérations il y a? Et quel bilan vous en tirez, la façon de mener toute la démarche autour du renouvellement urbain? Bonjour à tous et à toutes. Merci aussi pour l'invitation. Donc, alors je ne vais peut-être pas aller dans tout le détail du projet, en tout cas, ce qui semble, ça se recroise beaucoup avec ce qui a été dit. On a vraiment une réponse globale sur l'ensemble des enjeux, avec bien sûr les équipements publics, où on va réhabiliter les écoles, notamment en impliquant les équipes pédagogiques, les parents d'élèves et les élèves. Là, on a créé, on est en train, enfin, les premières pierres, même plusieurs pierres pour l'école européenne de l'image, donc vraiment avec des structures culturelles très fortes et un conservatoire qui a un rayonnement à l'échelle régionale qui est déjà terminé. Et puis, bien sûr, de grandes réhabilitations de logements sociaux. Et puis, tout le travail qui est fait sur l'aménagement en termes de relier les différentes parties du quartier, à la fois au centre, à l'hypercentre de la ville, mais aussi dans le quartier même, avec les enjeux écologiques qu'on connaît en termes de mobilité, évidemment. Et puis aussi tout ce travail sur... alors, c'était déjà un quartier assez végétalisé, mais on a encore amplifié cette végétalisation et travailler sur les îlots de chaleur et la place de la voiture dans le quartier. Donc c'est vraiment une réponse extrêmement globale sur le quartier, qui demande un travail de partenariat très très fort entre la ville-centre de Poitiers, le Grand Poitiers, les différents bailleurs et bien sûr l'ANRU et l'État. Et là, on voit déjà, alors c'est une signature de 2017, donc on voit déjà les premiers signes depuis 1 an et demi entre un parc urbain qui au départ, il y avait des problèmes d'usage, on en parlait avant et puis on a accompagné ces problèmes d'usage, c'était un peu victime de son succès, et aujourd'hui il y a un usage qui est vraiment attendu en termes d'occupation d'espace public dont on parlait et intergénérationnel. On voit aussi les premiers logements sociaux apparaître et un foyer de jeunes travailleurs. Donc clairement, on voit déjà visuellement un vrai changement pour le quartier. Et quand on parle de l'objectif de confort des habitants et des locataires, on y est en termes de... Voilà, on est sur des réhabilitations très lourdes des logements, donc qui sont métamorphosés, c'est comme des logements neufs. Et puis sur les infrastructures, où on voit déjà un usage et une appropriation qui est rassurante pour nous. Donc là, la communication est plus facile parce que du coup, on voit les effets et l'impact de la rénovation urbaine. Il y a une question sur les aspects écologiques, parce que vous l'avez dit, c'est un projet global, les écoles, les structures culturelles, on prévoit un petit peu tout. Comment vous traitez justement ces enjeux écologiques? Alors, on a une table ronde juste après sur vraiment toute la transition écologique et énergétique, qui est évidemment primordiale, mais comment on traite cet aspect-là dans les projets en rue? Alors, en termes de logement, donc évidemment, on est sur
des enjeux énergétiques très très forts. Donc on a avec de fortes ambitions, même parfois au-delà des ambitions légales. Et sur la végétalisation, donc on retravaille le quartier en termes de biodiversité, donc même avec des forêts urbaines, enfin voilà, vraiment pour garder ces couloirs verts et conserver une biodiversité. Et puis sur la mobilité, c'est un enjeu très très fort, hein, quand on parle de la ville, de l'hypercentre et des quartiers connexes. Si on ne travaille pas sur la mobilité et la mobilité douce, collective ou piétonne ou les vélos, il y a un échec quelque part sur les enjeux écologiques. Donc on travaille aussi très très fort sur cet aménagement et faciliter les mobilités douces. Je voulais vous demander, Eddy Jacquemart, puisque ça fait plusieurs fois, mais juste avant de vous passer la parole, je voudrais qu'on regarde un autre exemple encore de rénovation urbaine, un reportage qui se passe dans le quartier Alexandre Dumas, à Villejuif. Et après, je vous passerai la parole pour avoir justement l'aperçu côté habitants. Mais on regarde tout de suite cette vidéo. Le quartier Alexandre Dumas est situé à proximité de la ZAC Campus Grand Parc et de la future station de métro du Grand Paris Express. Comme le quartier Le Bon-Lamartine, il va connaître une profonde transformation urbaine dans les années à venir. L'objectif, améliorer le cadre de vie des habitants. Le 18 mai, la ville, le territoire, le bailleur Logirep et l'aménageur Sadet 94 ont signé une convention importante qui fixe les grandes orientations de ce projet. Concrètement, il s'agit de démolir 182 logements avec le relogement à charge locative équivalente de 60 ménages sur le quartier et 122 sur la ZAC Campus Grand Parc. De construire 370 logements neufs, dont 36% seront des logements locatifs sociaux, le reste dédié à l'accession à la propriété à prix maîtrisé. De la réhabilitation de 4 tours, soit 112 logements rénovés. Il est également prévu d'étendre le parc du 8 mai 1945, ce qui permettra l'apport de 1500 mètres carrés d'espace vert supplémentaires. Les commerces, quant à eux, seront relocalisés en hyper-proximité et sans rupture d'activité. Il est également prévu d'implanter un nouveau groupe scolaire au cœur du quartier. Au-delà de cette convention, ce qui est important pour la ville et ses partenaires, c'est d'associer les habitants. Réunions publiques, ateliers participatifs, la concertation prendra plusieurs formes et se maintiendra tout au long du projet. Pour les habitants, ça veut dire qu'ils seront demain les bénéficiaires de la rénovation que l'on va mettre en œuvre. Ça n'était pas le cas dans le projet initial, puisqu'il y avait démolition, reconstruction, éviction des habitants. En 2 ans, la ville est intervenue à plusieurs reprises dans un quartier absolument délaissé depuis des années. Réouverture de la Mage il y a quelques mois avec un service jeunesse qui a repris possession dans ce quartier. Intervention sur le parc, ouverture d'un tiers-lieu qui préfigure l'ouverture d'une mairie annexe, 4e mairie annexe de la ville. On est dans une phase de redéploiement du service public dans un quartier qui était excentré, coincé, on va dire, entre l'autoroute A6 et la ligne des hôpitaux et cimetières de la ville, qui faisait qu'il y avait un sentiment, pas complètement infondé, d'être délaissé, ou en tout cas loin des yeux, loin des cœurs. En l'espace de 2 ans, la municipalité est intervenue plusieurs fois, elle remet des moyens humains, elle remet de l'équipement public nouveau dans ce quartier, et on voit bien qu'on est en train d'un seul coup de l'oxygéner, de lui redonner de la vie, et de le faire, j'insiste, avec les habitants actuels, sans qu'ils aient le sentiment d'être chassés par ces investissements publics. Il y aura un changement. Il y aura un changement par rapport au passé et maintenant. Et donc là, le quartier à Dumas, ça commence à améliorer un peu. C'est propre parce qu'avant, c'était vraiment, je ne peux pas dire, il n'y avait pas de lumière. Et c'est dégueulasse partout. On avait plein de rats, on avait tout, des cafards, je peux dire. Hein, voilà, on est là pour dire la vérité. Donc je pense que la ville, ils ont pris les choses en main. On est très mal desservis. Et c'est vrai que le fait que le métro soit à nos pieds va être très bien. Il va y avoir des commerces, on va avoir plus de commerces parce qu'ici, le quartier, le commerce, il n'y en a pas beaucoup à part Coccinelle, la pharmacie, quelques boulangeries, c'est tout. On est tout ce qu'on a. On avait, on n'a plus. Donc j'espère que oui, ça va faire venir des commerces, qu'on soit plus proche de nous, quoi. On va avoir une annexe qu'on n'avait pas. En fait, on était complètement mis à part. Là, le fait que tout est en train de se revoir, c'est bien, quoi. C'est bien pour les gens qui vont habiter le quartier.
Alors, Eddy Jacquemart, on l'a entendu, hein, il faut faire avec les habitants qui sont là, se réunir. Ça a un impact et c'est visible. Hein, comment vous considérez ça, vous qui représentez les bénéficiaires finalement de ces opérations? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils ont l'impression que ça va assez vite? Est-ce qu'ils voient les changements? Est-ce que parfois ils ont des doutes? Est-ce qu'ils considèrent qu'ils sont assez pris en compte dans ces opérations? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour l'invitation et évidemment, je vais répondre aux questions. L'ANRU, en tout cas pour la CNL, c'est véritablement, je dirais, une chance pour le logement social. C'est clair. Sauf que, hélas, les habitants ne le voient pas comme ça toujours. Puisqu'en fait, c'est très paradoxal ce que je vais dire, c'est qu'on a des habitants qui attendent avec impatience la rénovation de leur logement. Mais en même temps, il y a une certaine forme de crainte, puisque ANRU est un peu synonyme de bulldozer à la fois pour détruire les bâtiments, mais à la fois aussi pour détruire une vie sociale, une vie patrimoniale constituée depuis 30 ans, quelquefois 40 ans, 50 ans, dans une vie de quartier. Et donc, je pense qu'il faut en effet, alors la concertation, elle est complètement inégale en fait. D'ailleurs, elle est réglementée, il y a des règles dans les conventions, c'est prévu, mais ce n'est pas forcément appliqué de la même façon par rapport aux acteurs locaux. C'est très lié donc aux collectivités, aux mairies, aux communautés de communes. Et donc ça veut dire que finalement, on se retrouve un petit peu inégaux sur le territoire, alors qu'on devrait avoir la même chance de pouvoir co-construire. Donc c'est clair que moi, je n'ai pas du tout le sentiment que partout, on considère les habitants comme les experts du quotidien. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, oui, on a qui veulent applaudir, hein, c'est bien. Mais je pense que les vrais experts, c'est les habitants. Et si on ne les écoute pas, eh bien les projets, ils vont pas bien se passer. Et là, moi, je sais, on travaille aussi avec l'ANRU. Je sais que c'est une préoccupation aussi de l'ANRU pour que justement il y ait la mise en place, et on va en parler peut-être tout à l'heure, Madame la directrice générale, du fameux référentiel de concertation. Mais c'est important parce que on ne peut pas imaginer que l'ANRU, ce soit quelque chose de négatif pour les habitants. Et c'est dommage, parce que ça pourrait être quelque chose de vraiment formidable. Alors, je dépeins peut-être une situation un peu négative, il y a des gens qui sont très contents. Bon, là, le reportage qu'on vient de voir, on a l'impression que tout se passe bien, parce que justement, on sent que la mairie, elle s'est impliquée dans la concertation, et c'est la recette. Oui. C'est la recette pour réussir. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, alors, à la CNL, la démolition, pour nous, c'est quelque chose de difficile à vivre. Parce que, d'abord, on ne comprend pas bien pourquoi on démolit systématiquement alors qu'il manque cruellement de logements sociaux dans notre pays. On n'en construit plus. Et donc, quelque part, la démolition, c'est dommage que ce soit véritablement le passage obligé des rénovations en rue. En plus, on a des arguments pour dire réfléchissons, parce que aujourd'hui, une démolition, ça coûte cher, non seulement financièrement, mais ça coûte cher aussi en termes de retraitement écologique. Donc peut-être qu'il faut revoir les choses, que la démolition, il faut la prendre au cas par cas, que ce ne soit pas un peu un espèce de dogme qui soit incontournable. Et il y a même des endroits, et je regrette d'ailleurs que sur certains territoires, notamment au Mirail à Toulouse, on ait pris la décision de détruire contre l'avis notamment des architectes, parce qu'il y avait un patrimoine, je dirais, immobilier important, presque historique. C'est comme le quartier de l'Alma à Roubaix. Enfin, il y a des endroits où on ne devrait pas détruire et on devrait rénover. Donc voilà, donc nous, on est aussi, je le dis, dans le collectif Stop Démolition, parce qu'on voudrait qu'on pose les choses et qu'on pose un moratoire sur les démolitions, compte tenu de l'urgence qu'il y a sur le manque de construction,
sur les 2 700 000 personnes qui attendent un logement social dans notre pays, je pense que ça serait intéressant de poser les choses. D'ailleurs, la ministre du Logement, on va l'interpeller là-dessus aussi, parce qu'il faut qu'on puisse, à un moment donné, réfléchir et pas forcément vouloir démolir à tout prix. Voilà. Donc il y a des endroits, évidemment, qui sont... voilà, quand il y a beaucoup d'amiante, c'est très compliqué. On en a parlé tout à l'heure aussi avec Lara. Donc il y a des endroits, oui, on ne va pas s'opposer, puisqu'il y a des enjeux, de santé, etc. Donc là, on ne va pas dire il ne faut pas détruire. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Et il y a des endroits historiques, notamment, je pense, puisque je suis du Nord, et les courées historiques dans le Nord qu'on veut détruire. Moi, je trouve que c'est quand même tout un patrimoine culturel et social qu'on remet en cause. Et moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, se poser et réfléchir à ce bulldozer qui arrive, non seulement pour détruire les immeubles, mais aussi, quelquefois, pour détruire la vie des gens. Et ça, c'est grave, parce qu'il y a des gens qui le vivent très mal, qui sont en fait délocalisés dans des endroits qu'ils n'ont pas choisis. Et voilà, donc je pense que ça, c'est important. J'ai été interpellé dans le reportage, j'ai bien écouté qu'il y avait à Villejuif une charte de relogement sans augmentation de loyer, ce qui n'est pas le cas partout, puisque moi j'ai suivi un dossier personnellement où la personne a dû partir de son logement parce que vraiment là, il fallait que l'opération se fasse. On l'a remise dans un autre quartier en centre-ville, 80 € de plus de loyer et 50 € de parking en plus. Et ça, c'est des choses concrètes. Donc moi, j'ai plein d'exemples, et on a beaucoup d'exemples de nos fédérations où on nous dit, attention, les chartes de relogement, ça ne va pas bien, il y a des augmentations de loyer pour les gens, etc. Voilà, donc il y a des gens qui ne veulent pas partir. Donc des questions encore, et puis on sent aussi le bouleversement que ça représente, les démolitions pour des vies qui se sont installées, au-delà même du patrimoine que ça représente. J'ai des questions, parce qu'évidemment, donc j'ai une remarque déjà, je la souligne, les habitants sont les experts du quotidien, sans eux, les projets n'ont pas de sens, donc ça j'imagine que vous êtes en phase par rapport à tout ce que vous avez dit. Et il y avait des questions plus précises, c'est de savoir comment on peut donner la parole aux seniors isolés dans le cadre de ces concertations. Et je rajoute une autre question sur une idée, et on prend aussi, quel recours aux ingénieries externes pour justement animer cette co-construction et cette concertation citoyenne. Je reviendrai aussi avec vous, Anne-Claire Mialot, sur l'aspect décision de démolition, mais sur cette concertation auprès des seniors isolés, de faire intervenir un peu d'extérieur pour que ces concertations se passent partout comme c'est légalement prévu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi ? Oui, ça va. On a une petite idée quand même de ce que vous en pensez. Mais... Ce que j'en pense, je pense qu'en effet, il faut aussi s'appuyer sur les associations de locataires locales, oui, puisqu'on a la chance aussi à la CNL d'avoir un maillage territorial important, et quelquefois, on est un petit peu oublié dans la boucle. Donc, je lance un petit message à tous les bailleurs qui seraient dans cette salle. Il faut vous appuyer sur les associations, parce que nous aussi, on connaît aussi les difficultés, les gens qui sont isolés, et on peut véritablement aider. D'ailleurs, on a, je pense, une mission peut-être particulière de co-accompagnement, notamment en mettant l'accent sur justement la formation des habitants en termes d'éducation populaire. Comment on s'implique dans un projet, comment on arrive à avoir la parole, quels sont les enjeux d'une concertation. Donc je pense que oui, il faut qu'on interpelle tous les acteurs aussi, par exemple les CCAS, qui pourraient aussi être intervenants par rapport aux personnes seniors. Mais voilà, je pense qu'il faut s'appuyer davantage sur les associations, parce que nous aussi, on connaît aussi les enjeux des quartiers et du terrain. D'accord. Je vous redonne la parole. Anne-Claire, je voulais faire circuler un petit peu la parole et venir avec vous, Patricia Dudonné, puisque donc vous êtes à la fois dirigeante d'une entreprise sociale de l'habitat dans l'Isère, la société
dauphinoise pour l'habitat, SDH. Vous représentez aussi l'Union sociale pour l'habitat, puisque vous êtes membre du comité exécutif. Et donc, je parlais de cette contribution, enfin, de ce groupe de travail qui a été monté au sein de l'Union sociale pour l'habitat sur la mise en œuvre de ces projets de renouvellement urbain. Par rapport à tout ce qui se dit, est-ce que c'est des choses que vous avez fait remonter, que vous avez vues? Quels sont les points de vigilance, en fait, pour les bailleurs dans ces projets de rénovation urbaine? Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'exemples très concrets qui ont été posés. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de peut-être d'éloigner un petit peu la focale. Effectivement, le groupe de travail de l'USH, il rassemblait des bailleurs sociaux qui avaient des choses à dire sur l'ANRU et notamment beaucoup de choses positives. Je pense qu'on peut déjà démarrer par ça, entre l'ANRU 1 et l'ANRU 2, de la méthode, de la structuration. Ça nous a été apporté et je pense que c'est à saluer parce que l'agence nous a permis à un moment donné par la méthode qui a été apportée d'être tous autour de la table, d'avoir un réel projet partenarial, de se parler, d'avoir des projets globaux sur ces quartiers, des projets concertés entre équipements publics, infrastructures, logements privés, logements sociaux, et ça je pense qu'on ne l'avait pas avant l'ANRU et on doit saluer ça très fortement et c'est un plus. C'est vraiment un atout d'avoir une méthodologie. C'est un atout énorme d'avoir eu cette méthodologie. Dans cette méthodologie, je vais rebondir sur le dernier sujet parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Bien entendu, la concertation, l'organisation de cette concertation, la participation des habitants. Ce qui ressort quand même des collègues, c'est que ce qui est compliqué, et là vous avez raison monsieur, je pense que c'est là aussi que les associations de locataires ont un rôle à jouer dans le temps et que par exemple un AMO ponctuel ne pourra pas faire ça, c'est comment on mobilise des habitants sur des projets qui peuvent durer une dizaine d'années. Et c'est vrai que c'est difficile, déjà c'est une compréhension, c'est un temps qui n'est pas le temps du quotidien des habitants, et comment on arrive à avoir une continuité, un continuum de cette mobilisation. Et c'est vrai que pour le coup, les associations de locataires, elles ont un rôle fondamental dans ce lien, parce que si on part uniquement sur, qui peut ponctuellement, je ne critique pas un AMO externe, hein, mais qui ne va pas avoir ce travail dans la durée, et puis de la même manière, c'est compliqué parfois, vous l'avez évoqué, c'est quand, M. Marchal l'a dit, quand un bâtiment est vide, à moitié vide, c'est difficile, la qualité de vie dans un bâtiment qui se vide. Comment on garde cette qualité de vie? Comment on garde des habitants mobilisés, par exemple, positivement sur un projet quand il dure, qu'ils habitent un bâtiment à moitié vide, que ça bouge lentement, que des fois ça coince un peu dans les concertations. Donc tous ces sujets-là, c'est des vrais sujets. Et je pense que vraiment, il faut saluer la méthode et en même temps, sur le terrain, c'est pas tous les jours fluide, c'est pas tous les jours simple parce que on n'est pas... notre durée d'intervention de projet n'est pas la durée, n'est pas la temporalité d'un habitant qui, lui, y raisonne à la semaine, au mois, à l'année. Et quand on vient le voir et on lui dit, bon ben voilà, ça fait 10 ans qu'on réfléchit avec vous, là on va mettre en œuvre, au bout de sa vie, hein, au sens propre des fois comme au sens figuré. Donc je pense que c'est important. Je pense que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui on a un petit côté bilan, là on parle du groupe de travail, on va parler d'autres formes de bilan, de la mission. Pour autant, c'est une démarche qui n'est pas finie, hein, le NPNRU. Et je pense que c'est très important de le dire, parce que je pense que dans une deuxième partie vous allez vouloir nous projeter. Attention, aujourd'hui il y a 70% des démolitions qui ont été exécutées, mais il y a 60% des réhabilitations, il n'y a que 50% de la reconstitution de l'offre, globalement. Et là, on a parlé dans les quartiers, en dehors des quartiers. Je pense qu'un des sujets qui s'est porté, qui doit allumer notre vigilance pour les années à venir et sur des projets à venir, c'est qu'on a travaillé la reconstitution d'offres du renouvellement urbain à côté du droit commun, et pas dedans. Et quand on a une production HLM importante, c'est pas tant grave, comme on dit par chez moi. Par contre, quand on a une production globale en recul et qu'en même temps, il y a des enjeux de renouvellement, de reconstitution d'offres importants, alors là, ça se percute et on n'y arrive plus. Et il y a des endroits où on peut avoir des objectifs, et il y en a dans ma région, des objectifs de reconstitution d'offres annuelles de l'ANRU qui représentent le double de la production globale prévue sur un territoire sur les 2-3 ans à venir. Et ce décalage-là, on ne voit pas comment on va y aller. Et se pose alors la question de la complexité de certaines procédures,
du fait que parfois, en local, ces partenariats très forts qui ont été portés, où les élus locaux sont devenus des porteurs majeurs de ces procédures aux côtés des opérateurs, qu'ils soient privés ou publics au niveau des bailleurs sociaux, ont absolument pas la main et où ça manque un peu de souplesse sur l'adaptation des délais, des procédures, des enjeux. Madame la directrice l'a dit, éventuellement des dérogations. Je ne pense pas que les bailleurs sociaux, pas plus que les collectivités, doivent reconstituer l'offre massivement dans les quartiers en renouvellement urbain. Ce n'est pas l'enjeu. Mais par contre, que le débat puisse avoir lieu et qu'il y ait des marges de manœuvre en local par un positionnement local beaucoup plus fort, ça je pense qu'il y a une vraie attente. Et dans le cadre, et je ne prône pas la démolition, dans le cadre d'une concertation avec les habitants, parce que la démolition peut être vécue effectivement comme un traumatisme, sauf si elle est voulue par les habitants à un moment donné qui eux-mêmes pensent que c'est une solution. Et donc, je rejoins le terme que vous avez employé, je pense qu'il faut éviter le dogmatisme. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où démolir est inévitable pour des raisons de santé publique, mais aussi pour des raisons d'image, et que les habitants eux-mêmes le disent. Et il y a des endroits où c'est peut-être pas nécessaire, mais il y a aussi en face l'enjeu du coût de la réhabilitation. Moi, je suis d'accord avec vous sur l'aspect patrimonial d'un certain nombre de nos résidences. Je pense qu'aucun bailleur social n'est enchanté quand son patrimoine est démoli. On ne construit pas depuis 100 et quelques années pour démolir, parce que sinon, voilà, on est des gestionnaires à très long terme, et donc ce qu'on veut, c'est conserver nos patrimoines. Sauf que quelquefois, quand vous êtes confronté à des projets où les attentes des habitants, où les enjeux climatiques et thermiques, où les enjeux d'image amènent des réhabilitations avec des prix qui dépassent la production neuve, et où de toute façon on est sur des maquettes financières 2017-2018, il y a un moment, il est à peu près normal, on travaille tous avec, nous on travaille avec l'argent des locataires, les collectivités avec de l'argent public, il est normal qu'on se pose la question de la pertinence d'une démolition à un moment donné. Donc pas de dogme, mais ni dans un sens ni dans l'autre. Soyons ouverts à ce qui correspond à un besoin du territoire. Soyons dans l'écoute d'un territoire qui passe par l'écoute des habitants et par le travail interpartenarial. Parce que sinon, on va uniquement porter des dogmes dans un sens ou dans un autre et on n'arrivera pas à aboutir à quelque chose de satisfaisant. Voilà. Pas si. Merci beaucoup. Alors, pour éviter de se projeter trop vite après 2026, c'est bien entendu le message, je précise juste, et vous en avez fait allusion, que Anne-Claire Mialot, vous avez été chargée avec 2 autres personnalités du secteur du logement, Jean-Martin Delorme, inspecteur général de l'environnement et du développement durable, et Cédric Van Stevendel, maire de Villeurbanne. Vous avez été chargé donc début 2024 de réfléchir. Donc ça, on se réserve ça pour tout de suite après 2026, comment on peut concevoir le renouvellement. Mais là, je voudrais vous faire réagir un peu tout ce qu'on a entendu, parce qu'on a entendu quand même pas mal de choses, des procédures que peut-être on pourrait assouplir. On a parlé de temporalité, d'information et de concertation, de prise en compte des habitants, d'une réponse globale, puisque vous avez parlé, chacun d'entre vous, de ces espaces communs, culturels, écoles. On a parlé aussi de sécurité. D'ailleurs, j'ai une question. La tranquillité, enfin, c'est même pas une question, c'est un commentaire. La tranquillité et la sécurité, c'est essentiel pour les habitants des quartiers. On a parlé de démolition, dogme ou pas, comment on peut faire. Voilà. Comment vous réagissez à ces retours d'expérience de ce programme? Merci beaucoup, c'est un vaste programme. Je vais essayer de répondre au moins en partie aux différentes questions. Déjà, comme je l'indiquais tout à l'heure, on est, et on le voit d'ailleurs aux questions qui sont posées, dans cette phase opérationnelle, avec l'objectif d'être au rendez-vous de 2026, qui est la date limite d'engagement, et de la livraison en 2030. Donc c'est un moment important, un moment aussi compliqué, parce qu'on est vraiment dans cette phase de travaux opérationnels qui nécessite encore plus que le partenariat qui est la marque de fabrique de l'ANRU, et merci à tous les intervenants de l'avoir rappelé, que ce partenariat, que l'association avec les habitants, que ce travail vraiment de terrain soit fait au quotidien, parce que c'est là qu'on est dans la phase complexe de la mise en œuvre opérationnelle, et qui est la phase dans laquelle on va voir si on réussit ou pas ce programme de renouvellement urbain. Et du coup, peut-être pour commencer, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui font, et qui sont les acteurs du renouvellement urbain. On a parlé des collectivités territoriales et des élus locaux et de leurs équipes.
J'ajouterai aussi les services de l'État, bien évidemment, qui copilotent les projets avec les collectivités territoriales. Bien sûr, les habitants qui participent au projet, on y reviendra sur les sujets de co-construction, mais également toutes celles et ceux qui, au quotidien, portent ces projets. Les bailleurs sociaux, au congrès de l'USH, sans les bailleurs sociaux, ces programmes ne pourraient pas se mettre en œuvre. Les bailleurs sociaux sont essentiels, à la fois dans la phase travaux, mais aussi dans la phase gestion. C'est fondamental, mais également l'ensemble de la chaîne qui participe à ces projets, les architectes, les urbanistes, les aménageurs, les entreprises. Et à chaque fois, on voit une mobilisation. Et franchement, lundi, on était à ce lancement de l'écrêtage de la Tour d'Assas, et c'était vraiment formidable de voir la synergie entre toutes les parties prenantes, de l'entreprise aux architectes, aux urbanistes, les habitants, les associations, tout le monde était là. Et c'était particulièrement symbolique de ce que l'on veut faire en matière de renouvellement urbain. Donc être au rendez-vous de 2026, c'est pas seulement parce que c'est dans les contrats, c'est pour les habitants. Parce qu'à la fin, tout ce qu'on fait, c'est pour améliorer la vie des habitants, améliorer la vie dans les quartiers, redonner la dignité d'habiter dans le logement et redonner aussi de l'attractivité à ces quartiers, de la qualité de vie. Et c'est vraiment ça qui nous occupe, et c'est pour ça qu'on intervient sur le logement, sur les équipements publics, sur les espaces publics. Ramener de la dignité d'habiter dans ces quartiers, ça nécessite de travailler sur la qualité des projets que nous menons aujourd'hui. Et donc, ça fait partie des sujets, vous l'avez évoqué, sur lesquels on est particulièrement mobilisé à l'ANRU pour monter en qualité sur les projets. Bien sûr, sur les enjeux de résilience et d'adaptation au changement climatique. On voit bien, et on en reparlera peut-être à la fin de notre table ronde, c'est un sujet majeur pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et donc, nous devons être au rendez-vous de l'isolation thermique des logements, nous devons être au rendez-vous de la lutte contre les îlots de chaleur, nous devons être au rendez-vous pour la prévention aussi des incidents climatiques sur les quartiers qui peuvent être concernés. Nous devons être aussi, bien sûr, au rendez-vous de la production de logement social. Ça a été dit, sur la reconstitution de l'offre, je vais redire 2 mots sur le sujet, même si je suis déjà intervenue sur le sujet tout à l'heure. C'est un sujet extrêmement important. Nous devons être au rendez-vous de la production de logement social. Aujourd'hui, en termes d'engagement, on est en deçà de nos objectifs. Et donc, il faut vraiment qu'on soit au rendez-vous de cette production de logement social. Pour ce faire, l'ANRU a adapter ces dispositifs. Donc on a essayé de faire preuve d'un peu de souplesse pour répondre justement dans le cadre d'un travail partenarial avec l'USH aux remontées qui nous étaient faites des bailleurs sociaux sur 2 points. Un point qui intéresse les locataires, ce sont les minorations de loyers qu'on a renforcées notamment sur la plaque parisienne où il y avait des grosses difficultés pour maintenir les loyers parce que nous avons une exigence de reste à charge maîtrisée lors des relogements. Ce n'est pas toujours le cas, Monsieur le Président, vous l'avez dit, mais ça fait partie des exigences que l'on pose. Et en plus, on finance pour les bailleurs sociaux le différentiel qui peut être, qui existe parfois quand le relogement est fait dans un logement neuf et quand on demande le maintien du loyer. Et le deuxième élément sur lequel nous avons fait adapter nos procédures, c'est la question de la reconstitution de l'offre. Et dans les zones tendues, où il est difficile de produire du logement social, soit parce qu'on a des difficultés pour trouver du terrain, soit par rapport à des coûts qui ont été indiqués, qui sont en hausse, on a majoré nos aides de 15%. Alors, pour les bailleurs qui sont dans la salle, ce n'est pas sur toutes les métropoles. Donc je vous invite à retourner sur le site de l'ANRU pour voir quelles sont les métropoles qui sont éligibles ou à trouver les équipes de l'ANRU qui sont dans la salle. Mais on a majoré nos aides de 15% pour favoriser la reconstruction de l'offre sur cette année, d'ici la fin de l'année, 10% l'année prochaine. Vous l'avez compris, c'est un mécanisme incitatif. Mais par exemple, sur des grandes métropoles comme Montpellier, comme Toulouse, c'est applicable. Et donc, je vous invite vraiment à vous saisir de ces dispositifs. Bien sûr, pour continuer à avancer sur tous ces projets en qualité, on travaille aussi sur l'accompagnement plus global de la mise en œuvre opérationnelle des projets. Vous avez parlé des enjeux de sécurité. On a travaillé avec plusieurs collectivités pour voir comment on peut faire face à ces enjeux de sécurité. Bien sûr, ce n'est pas l'ANRU qui va faire en sorte, c'est pas l'ANRU qui a la main sur la localisation des forces de l'ordre, mais par contre, nous avons la possibilité, dans le cadre des projets de renouvellement urbain, de mettre aussi ce sujet au cœur de nos réflexions, soit sur la prévention situationnelle, soit dans la phase de conduite des chantiers. C'est parfois compliqué pour les bailleurs, sur certains territoires, de pouvoir conduire des chantiers, d'avoir des entreprises qui viennent sur les chantiers. Et donc, on travaille sur cette question-là. On travaille avec les préfets, que je remercie, en mettant en place, par exemple, dans des quartiers très compliqués, des groupes opérationnels de prévention qui se réunissent tous les 15 jours avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, avec la FFB locale et avec les forces de l'ordre nationales et locales, avec les bailleurs, pour trouver des solutions aussi en matière de sécurisation des chantiers. Donc à chaque fois,
On essaie, alors je sais que souvent l'ANRU peut être associé soit à des dogmes, j'y reviendrai, soit à de la rigidité. Honnêtement, je pense que les équipes de l'ANRU ont à cœur d'essayer à chaque fois de trouver des solutions en dialogue et de s'adapter pour essayer de trouver des solutions concrètes pour faciliter la mise en œuvre des projets sur le terrain. C'est le cas aussi, bien sûr, sur beaucoup d'autres sujets, mais je ne veux pas non plus être trop longue dans mon intervention. Peut-être pour terminer sur 2 points importants, les habitants et la question de la démolition. Oui, parce que je me suis voilà, c'est ça. Et il y a des questions justement là-dessus, et je voulais y venir sur la mixité aussi, dont vous avez parlé tout à l'heure. On a des questions sur la démolition, évidemment. On attend une nouvelle mixité après les démolitions, mais la demande pour l'accession reste faible sur ces quartiers. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment allier les enjeux de mixité dans le cadre des relogements et la volonté des locataires de continuer de rester dans leur quartier? Il y a beaucoup de questions autour de ça. Alors, c'est un sujet effectivement assez compliqué. Peut-être un mot déjà sur la question de la co-construction avec les habitants. Comme l'a dit Monsieur le Président de la CNL, et je l'en remercie, le règlement général de l'ANRU prévoit et demande, exige une co-construction avec les habitants et prévoit également des financements pour accompagner les collectivités pour cette co-construction et pour travailler aussi sur la mémoire des bâtiments. Parce que c'est important, effectivement, les femmes et les hommes qui vivent dans ces logements, ils ont fondé des familles, ont des souvenirs, ont une mémoire, ont des voisins, ont un collectif. Et donc quand on vient pour dire ce bâtiment est obsolète, il ne peut pas être réhabilité, ou il est important de démolir cette partie de bâtiment parce qu'on doit ouvrir le quartier et faire passer une voirie, bah, c'est compliqué pour ses habitants et c'est normal. Et donc le travail de mémoire qui est fait par un certain nombre de collectivités est essentiel pour permettre justement de conserver en fait cette vie et de dire que cette vie, ces moments de vie que les habitants ont eu dans les logements n'est pas complètement abandonné. Au-delà de ce sujet, à l'ANRU, on est bien conscient du fait que cette co-construction avec les habitants, elle est variable selon les territoires. Je ne dirai pas ici les bons et les mauvais élèves de la co-construction, c'est pas il y a quelques sujet. efforts à faire pour que mais ça soit il y a des territoires sur lesquels elle est inexistante ou très peu présente, et il y a des territoires où elle est consubstantielle au projet de renouvellement urbain. Nous avons la conviction à l'ANRU qu'on ne réussit pas un projet de renouvellement urbain contre les habitants. Les projets de renouvellement urbain, ils sont faits pour les habitants, avec les habitants. Et pour nous, c'est évident. Et c'est pour ça que c'est dans notre règlement général. Donc maintenant, la question, c'est de se dire pourquoi parfois ça ne fonctionne pas et comment on peut faire pour améliorer les choses. Rapidement. Et donc, c'est effectivement le travail sur lequel on est actuellement, avec cette volonté de travailler sur ce référentiel un peu de la co-construction et de la concertation. Et sur la mixité Alors, sur la mixité, c'est un sujet extrêmement compliqué. Sur la mixité, bien sûr, notre objectif, c'est de renforcer la mixité. La mixité, ça ne se décrète pas. Et effectivement, sur certains quartiers qui sont très stigmatisés, qui ont une image extrêmement négative, c'est compliqué d'attirer, de réussir l'accession directement, par exemple l'accession libre. Et donc c'est un travail qui doit associer à la fois une question de temporalité, c'est faire dans le temps pour redonner de l'attractivité au quartier, c'est aussi une question de mobilisation des autres politiques publiques. Parce que si on rénove le quartier, si on a des beaux équipements publics, si on a des beaux logements, mais qu'on a des problèmes de sécurité, qu'on a des problématiques d'accès à l'emploi, qu'on n'a pas de transport, bah, on ne peut pas redonner de l'attractivité au quartier. Donc c'est bien une mobilisation globale de toutes les politiques publiques pour faire en sorte que les quartiers soient, politiques de la ville, soient des quartiers comme les autres et qui deviennent des quartiers attractifs comme les autres. Donc une vision systémique. Je vais revenir vers vous, Patricia, mais comme vous ne vouliez pas parler tout de suite de l'après 2026, ben on le fera après, mais je voulais commencer, non je rigole, mais Pierre Marchal, puisque à vous faire réagir justement sur le terrain, sur là si on attaque, il nous reste un peu moins de temps, mais vous aviez beaucoup à dire sur ce qui se passe en ce moment, mais on va quand même se projeter donc au-delà de 2026 et une nouvelle politique de renouvellement urbain. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de votre côté ? Là, on parlait justement de mixité et puis de cette conception un peu systémique qu'il faut. Et d'ailleurs, il y a une question sur le sujet, comment améliorer l'offre de services publics dans le cadre de la rénovation des quartiers. C'est indispensable, comme vous l'avez dit, Anne-Claire, pour attirer du monde et pour qu'il y ait tout ce qu'il faut pour les habitants. De votre côté, quel rôle peuvent jouer les bailleurs ? Et qu'est-ce que vous attendez finalement comme modification ou nouvelles pistes sur l'après 2026 ? Alors, moi je dirais que, comme ça a été dit, on est au milieu du gué, et donc l'horizon du programme c'est 2030, et il reste encore du temps devant nous. On aura besoin d'une suite, et c'est bien de la préparer avec aussi
la perception qu'on a du monde aujourd'hui, qui n'est pas celle qui a Oui. été il y a quelques années. Et donc cette suite-là, il faut la préparer pour accompagner ces changements qui sont profonds, qui sont structurels et qui prennent du temps. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu, c'est comment on peut gagner du temps sur ce qui ne se voit pas, qui n'a pas, je dirais, de plus-value pour les habitants, en mode masqué, pour que justement on mette toute l'énergie de tous les acteurs, parce qu'elle est très importante, au service de la réussite de ces projets. On en voit quand même, aujourd'hui on peut, je pense, voir les effets du premier plan sur lequel s'est bâti le second, et on va se dire il faut le prolonger. L'accession, elle vient à un moment donné, elle a des conditions. C'est pas au début, c'est pas voilà, il faut respecter une certaine temporalité, il faut certains avancements. Je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs du logement social ont avancé. Il y a des logements qui vont aussi rester, hein, il n'y a pas que de la démolition, et qu'il faut accompagner. Il y a des résidentialisations, il y a des rénovations, mais il y a également voilà, toute l'adaptation au changement climatique qui va être là, au vieillissement. Comment on le fait? La question de la sécurité, moi je rejoins Madame Mialou, elle est vraiment quand même centrale. Il faut qu'elle accompagne ces évolutions. Sinon, souvent les dysfonctionnements sont venus à partir de cet élément-là. Et si on ne le traite pas, je dirais, on ne réussira pas, et ça c'est du temps long. Il ne faut pas l'ignorer. On a une plénière demain sur le sujet, hein, sur tout ce qui concerne la tranquillité résidentielle, la sécurité, qui est un aspect primordial. J'aurais la même question, Clara Jiménez et puis Elisabeth Naveau-Diop, ce que vous attendez un petit peu dans vos territoires, comment vous voyez. Alors je relais les questions au fur et à mesure. Certains quartiers n'ont bénéficié ni du PNRU ni du NPNRU, à quand un ANRU 3 et j'avais aussi une autre question sur pourquoi pas étendre l'ANRU sur des territoires périurbains ou pavillonnaires ou au milieu rural. Je reviendrai avec vous peut-être Anne-Claire sur le sujet, parce que c'est une question, et Patricia sur le sujet. Mais déjà une vision territoriale, en fait, terrain, de ce qui pourrait être l'après 2026. Je commence par vous, Clara. Sur un ANRU 3, nous, on a déjà des idées de territoire. Ça y est, la liste va commencer. À y travailler, mais ça a déjà fait l'objet de quelques échanges avec le maire-président, je crois. Non, je pense qu'il y a un sujet majeur sur l'après 2026 et sur le visible et le palpable du renouvellement urbain pour les habitants. Pour moi, ça tient vraiment à notre capacité à allier les questions urbaines aux questions humaines. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais je crois que si on ne règle pas aussi des sujets d'emploi, des sujets d'insertion, de précarité, d'éducation, de vie de quartier, je crois qu'on aura fait des beaux bâtiments, on aura fait des beaux espaces publics, mais la vie des habitants n'aura pas changé. Et pour moi, c'est vraiment la vision qu'on doit avoir collectivement. Et ça nécessite des partenariats très forts, que ce soit avec les services de l'État, avec les différentes collectivités, etc. Mais on a besoin d'intervenir massivement sur tous les sujets dans ces quartiers. Je parlais tout à l'heure du sujet des Cévennes et de la question de la sécurité et de la propreté. Mais ça, c'est en fait, si on ne règle pas ça, on aura beau résidentialiser les bâtiments, etc. La vie des habitants, elle sera toujours aussi pourrie. Et je le dis vulgairement, mais parce que pour moi, c'est la réalité. Et il me semble qu'on aura besoin non seulement de lier l'humain et l'urbain, mais l'enjeu majeur, c'est la lisibilité. Je sais qu'il y a un débat tout à l'heure sur la question de l'abattement de la TFPB. On a plein de sujets, on a plein de dispositifs. On a un contrat de ville, on a des cités éducatives, on a des quartiers résilients, on a des ANRU. Et pour l'habitant, tout ça, c'est beaucoup d'acronymes et peu d'actions concrètes. Et il me semble que notre rôle, alors je suis élue autour de la table, donc je prends aussi ma part, mais je crois qu'on a besoin de nous de porter politiquement les sujets dans les quartiers en renouvellement urbain, de produire un récit sur ce qui se fait sur ces territoires, d'associer les habitants et je voulais dire un mot quand même sur la question de la concertation, où en fait il y en a beaucoup chez nous, la concertation, mais je pense qu'il y a une
parfois une absence de lisibilité. Le bailleur va faire la concertation de sa cage d'escalier qui a vocation Chacun à le être fait dans son domaine. La collectivité va faire la concertation sur tel espace public. On va associer le conseil citoyen, on va associer l'assemblée de quartier. Et en fait, les habitants, ils y comprennent plus rien, quoi. Et ils en ont un peu marre qu'on leur pose des questions. Et il y a des fois, ils voudraient juste des réponses. Et je pense que c'est notre capacité aussi à dire, ben, là-dessus, on a besoin de votre avis et on va pouvoir répondre ou on ne va pas pouvoir répondre à votre demande. Et voilà, il me semble que c'est cette force-là qu'il faut qu'on mette pour la suite. Et peut-être un dernier élément, c'est la question de faire fraternité, parce que la mixité, ça ne se décrète pas. Je le partage avec vous, Madame la Directrice, cette idée-là. Mais si on ne fait pas venir les gens en dehors du quartier, dans nos quartiers populaires, autour de moments où on vit ensemble, des moments collectifs, des moments communs, des moments d'émotion, que ce soit artistique, que ce soit sportif, et tout un tas de questions, je pense qu'on n'arrivera pas à décréter cette mixité et à la faire vivre concrètement. Et il me semble qu'on a besoin de ces moments de bonheur partagé dans nos quartiers. Nous, c'est un sujet qu'on prend à bras-le-corps puisqu'on aura une zone artistique temporaire dans le quartier de la Paillade l'année prochaine. Et c'est un choix fort de notre part parce qu'on pense que ça part aussi de ce genre de moments-là. Bon, on voit qu'au niveau national, on a du mal aussi. Globalement, c'est pas que dans les quartiers de trouver ces moments collectifs de bonheur. Souvent, la solidarité, c'est plutôt dans les événements négatifs et on a du mal. Même question pour vous, Elisabeth Navo-Diop. Clara nous a parlé d'allier questions humaines et questions urbaines, de plus de coordination probablement quand on demande leur avis aux habitants, de travailler sur un récit pour être un petit peu plus clair sur ce qui se passe, même quand on ne voit pas forcément les choses concrètement se réaliser. Qu'est-ce que vous voyez, vous, de plus ou de similaire par rapport à ce qui a été fait, le tableau qu'a présenté Clara? Oui, je vais essayer parce que de ne pas répéter ce qui a été dit, mais quand même, je voulais revenir sur certaines questions. Sachez que l'exercice est un peu frustrant parce qu'on voudrait réagir à chaque oui, on manquera de temps, forcément, ça c'est sûr. Et, donc je vais revenir quand même. Je pense, alors moi j'ai la double casquette, élue de la ville de Poitiers et Grand Poitiers au logement social, et puis présidente d'un bailleur. Donc, en tant qu'élue, je vais revenir quand même un petit peu sur ce qui a été dit. C'est vrai que là, on voit tous les aménagements qui vont réellement changer, en tout cas visuellement, l'image du quartier. On a parlé de l'image tout à l'heure. Après, clairement, moi, j'ai une inquiétude sur la réussite. Si d'un côté, on apporte toutes les infrastructures, tout le confort, toute l'amélioration dans l'aménagement, et qu'en même temps, sur l'humain, on n'agit pas, on le voit, il y a même s'il y a le contrat de ville qui mobilise tous les partenaires, on voit quand même certains services publics partir, ou alors les équipes moins étoffées, ou alors l'aller vers en termes d'insertion, d'accompagnement social un petit peu se retirer, manque de moyens aussi certainement, enfin voilà, ça reste légitime pour certains acteurs, mais ça risque, et c'est aussi pour l'ANRU 3, hein, c'est aussi voilà, les difficultés actuelles et à quoi il faudra penser, ça risque de porter préjudice, il faut le dire, à certains projets qui sont d'une qualité, aujourd'hui en tout cas visuelle et technique, vraiment exemplaire. Et donc ça peut vraiment être un point de vigilance important où il faut qu'on réfléchisse tous quelle présence humaine, sociale, économique. J'ai envie de dire, nous on essaie aussi d'attirer, il y a peut-être quelques acteurs économiques dans la salle, on essaie aussi d'attirer par rapport à l'accès à l'emploi, des activités économiques en cœur de quartier de la ville, parce qu'on sait qu'en termes de mobilité, ça joue l'accès à l'emploi en termes géographiques. Et donc si tous les acteurs jouent le jeu, les acteurs économiques reviennent dans les quartiers prioritaires pour l'accès à l'emploi, parce que c'est aussi ça la mixité sociale, c'est aussi agir sur les populations qui souffrent de cette mixité sociale. Donc ça, voilà, c'est clair que pour moi c'est un point de vigilance sur les opérations actuelles et à venir. La démolition, hein, c'est quand même un vrai débat. Enfin, moi, je vous rejoins. J'entends, il ne faut pas être dogmatique, mais il faut vraiment qu'on se pose toutes les questions autour de la démolition. C'est-à-dire que j'entends les coûts, clairement. C'est plus facile de démolir et de reconstruire. Financièrement, l'équation, elle est simple, c'est moins cher. Après, moi, ce que je demande, c'est que l'ensemble des coûts soient pris en compte. Les coûts sociaux, les coûts écologiques, on en parle très peu, en fait, en termes de coûts écologiques. Si on fait l'équation en face, en fait, le coût n'est pas du tout le même. Et donc, si on pose
tous les éléments sur les coûts écologiques, les coûts sociaux, les coûts économiques, mais qu'on retrouve à long terme. Parce que c'est ça aussi, là, sur une opération, on va être sur l'instant T, et finalement, le coût, il doit se répartir sur plusieurs années. Et la réalité qui a été redite, c'est et c'est redit aussi dans l'ANRU, notre incapacité à produire du logement en nombre, en masse, pour répondre à ces démolitions, à ces besoins. Nous, sur le territoire, on a fait le choix de très peu démolir, très partiellement, on l'a très réfléchi, et encore aujourd'hui, on est plutôt dans cette vision. Il y a aussi une vision qui s'oppose. Il y a la vision, on se dit démolir, ça va changer les gens, ça va changer les problèmes de sécurité, et on se rend compte que ça les déplace. Donc c'est ça aussi, il y a quand même un enjeu de vision chez les élus et les techniciens, de dire, certains ont cette croyance ferme que démolir, ça va changer les choses, et d'autres sont plutôt à faire avec et reconstruire une autre histoire à partir de ce qui existe. Et nous, clairement, en tant qu'élus de Poitiers-Grand Poitiers, on défend plus cette image avec toutes les difficultés qu'on peut entendre, mais il y a vraiment cet enjeu. Là, on est sur une autre réhabilitation, sur un autre bâtiment. C'est les loyers les moins chers du territoire, et il faut reconnaître, on est incapable aujourd'hui de reconstruire une telle qualité de logement avec des loyers aussi bas. Et ça, c'est 169 logements. On va les reconstruire en combien? 5 ans? 10 ans? 15 ans? C'est vraiment un enjeu très fort. Et donc, sur les démolitions, et ça sera aussi le questionnement qu'on pourra avoir sur le prochain ANRU, c'est voilà, démolir, mais vraiment de prendre tous ces paramètres et tous ces critères. Et juste... Un dernier point. Voilà. Donc, je ne vais pas être sur la co-construction parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur aussi à Poitiers, mais donc je ne vais pas y aller parce que ça a été très abordé. En tant que bailleur, avec ma casquette bailleur, alors chaque bailleur, chaque territoire est extrêmement différent. Nous, à Equidom, c'est 80% de logements collectifs, 20% d'individuels, 60% de logements en QPV. On a la moitié de notre parc des années 60-70. On vient de fêter nos 80 ans. Donc, ça donne anniversaire. Voilà, donc en tout cas, il y a une réalité de patrimoine. Et c'est toute la difficulté de l'ANRU, c'est de répondre à cette dentelle en termes de territoire et de patrimoine, où nous, sur le patrimoine ancien, on a énormément de besoins encore, et on ne répond pas forcément aux critères parce qu'on est relié au réseau de chaleur urbain. Donc en termes d'étiquette énergétique, on ne rentre pas forcément dans les priorités. Et puis aussi ces quartiers qui ont déjà eu des ANRU et NPNRU, comment on les complète, parce qu'on sait qu'on n'est que capable de faire une partie du quartier, donc il y a un espèce de décalage entre deux parties du quartier, donc il y aura cette question à se poser, comment on complète les quartiers qu'on a fait. Et puis, et ça a été abordé sur l'enjeu de sécurité, l'enjeu d'appropriation des espaces. Aujourd'hui, en tant que bailleur, en tout cas au niveau d'Equidom, et je pense qu'il y a d'autres bailleurs qui se rejoignent, on se retrouve à ne pas faire des réhabilitations pour des questions énergétiques ou de confort, mais aussi pour récupérer des logements qui sont vacants du fait de la perte des espaces. Et c'est des réhabilitations très onéreuses. On recrée des locaux associatifs, des locaux d'activité économique. Pour éviter le vide dont parlait voilà, Pierre Marchal. pour réécrire une nouvelle histoire à ces grands ensembles de logements qui ne vivent plus bien aujourd'hui. Et donc, et ça, c'est de la dentelle, c'est les besoins... voilà, ça, c'est une réalité en termes de sécurité, d'enjeux sécuritaires et d'appropriation de notre patrimoine. Et donc ça va être aussi la dentelle à laquelle il faudra répondre. Merci beaucoup. Eddy Jacquemart, je vous fais réagir justement. Et j'avais une petite remarque. Il faut une vraie concertation avec les habitants dans l'ANRU 3. Le quartier de demain est celui des habitants. On entend le message auprès des bailleurs, de l'ANRU lui-même. Ça fait partie d'un des enjeux centraux parce que c'est l'avenir, c'est l'utilisation par les habitants, l'appropriation, l'attractivité. C'est central pour vous, pour la suite ? Oui, alors en fait, les quartiers, quelquefois, oui, il y a des quartiers qui sont abandonnés depuis très longtemps, notamment par les services publics, par les transports, par les enseignes commerciales. Il y a des enseignes commerciales qui refusent de s'implanter dans certains quartiers puisque le panier moyen est trop faible. Et puis, il y a aussi les problèmes d'insécurité. Donc, il y a des enseignes qui refusent de s'implanter dans certains quartiers. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut évidemment travailler sur le long terme. Il y a aussi, on parle de mixité sociale, mais je voudrais quand même parler des plafonds d'accès au logement social qui sont trop bas. Et donc, si on veut aussi travailler la question de la mixité sociale, moi je propose
qu'on augmente ces plafonds. C'est depuis 2009, avec la loi Boutin, où les plafonds ont été abaissés de 10% et n'ont jamais été relevés. Donc là aussi, si on veut aussi une attractivité dans les quartiers, il faut aussi permettre à une population qui est au-dessus des plafonds actuels de pouvoir accéder à ces logements. Sur, je dirais, la démocratie locative, moi j'ai envie d'être un petit peu provocateur aujourd'hui. Allons-y. Allons-y. Je pense que pour tous les projets de démolition dans le prochain ANRU, il faudrait qu'il puisse y avoir un vote et que si les locataires obtiennent le droit de veto, qu'ils aient un droit de veto sur les démolitions. Ça, ce serait une vraie avancée pour la démocratie locative. On va faire réagir, on va faire réagir, mais je pense qu'il faut aller... Alors, évidemment, avec un accompagnement pour que, évidemment, on ne mette pas en danger les locataires. S'il y a un problème de santé, on parle de l'amiante, évidemment, on va exclure du champ d'application du vote ces bâtiments-là. Mais je crois qu'il faut véritablement aller très loin. Et si on veut véritablement que l'ANRU qu'il n'y ait plus de dogme sur le bulldozer qui arrive, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que la démolition par rapport à la rénovation, ce n'est pas forcément plus cher, puisqu'il y a des problèmes aussi de coûts de matériaux avec l'inflation, etc. Et quelquefois, rénover, ça coûte moins cher. Voilà. D'accord. Donc il faut voir les critères en fait, qu'on prend en compte, et puis notamment cette idée du vote des habitants. Patricia, sur l'après 2026, et puis les propositions du coup dans le groupe de travail qui a été monté sur l'Union sociale de l'habitat, qu'est-ce que vous voyez un petit peu au-delà de ce qui s'est dit ou en écho avec ce qui s'est dit autour de la table? Il y a eu pas mal de choses sur des projets qui sont lourds, mener des projets collectifs. Enfin, il y a pas mal de choses déjà abordées. Alors, dans une des questions, c'est un sujet qui a fait débat dans le groupe de travail de l'USH, c'était de dire finalement pourquoi réserver la méthode ANRU au seul QPV, pour faire un raccourci. Ça revient encore et ça revient dans les questions. Oui. Je pense qu'il faut, comment dire, savoir raison garder. Aujourd'hui, on a parlé d'un programme non terminé, on n'a pas beaucoup parlé d'argent. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux ont payé leur quote-part, largement. Action Logement aussi. Il manque un acteur qui n'a toujours pas payé sa quote-part cette année, qui est l'État. Ça tombe bien, j'ai une question. Comment envisager l'avenir quand l'État restreint les financements dans le domaine du logement? Mais là, on parle exclusivement de l'ANRU déjà. Oui. Et on parlera aussi du reste après, je pense, dans plein d'autres tables rondes. Donc la problématique qui s'est posée lors du groupe de travail de l'USH, je pense qu'il faut qu'on arrive à distinguer deux choses. La méthode qui nous a été amenée par l'ANRU, la montée en compétences à la fois des collectivités, parce qu'il y a aujourd'hui des services dédiés dans les collectivités avec des vraies compétences dans ces collectivités, la méthode aussi chez les bailleurs sociaux, il faut le reconnaître, au moment de l'ANRU 1, on ne travaillait pas de la même manière sur le sujet. On est monté en compétences sur le renouvellement urbain. Aujourd'hui, il y a des compétences dans chez un certain nombre d'acteurs. Donc, il faut utiliser ces compétences, il faut faire du partenarial, du global, de l'accompagner, du co-construit avec les habitants, ailleurs qu'en secteur QPV, bien évidemment. Sauf que si on décide qu'avec les mêmes moyens qu'on n'est même pas sûr d'avoir, on saupoudre tout ça sur plein de territoires, il est évident que ces territoires dont on a identifié des problématiques extrêmement spécifiques, eh ben, ils vont moins recevoir, ils vont moins exister. Ça ne veut pas dire que, je répète, il y a la méthode et peut-être qu'il y a des leviers fiscaux, peut-être qu'il y a des leviers financiers à aller chercher, mais peut-être qu'il faut qu'on continue à concentrer la question des problématiques, des programmes de renouvellement urbain sur des territoires où les besoins font qu'ils sont encore un peu relégués des territoires républicains et pas encore terminés pour être réintégrés dans le droit commun de notre co-citoyenneté, de notre fraternité et de notre égalité. Et je pense qu'il faut faire attention, parce que ça fait envie, parce que ça fonctionne, mais attention à cet aspect financier. Donc la méthode, oui, mais gardons peut-être les financements ANRU pour cette partie-là, parce que c'est un vrai sujet, parce qu'il reste des éléments, parce que tout n'a pas été traité, pas seulement dans le bâtimentaire d'ailleurs, parce que depuis l'ANRU 1, la question des îlots de chaleur, la question du confort d'été, la question de la désartificialisation des sols, elle n'était pas obligatoirement dans l'ANRU 1,
un peu dans l'ANRU 2, mais pas encore complètement abouti. Donc il y a des choses encore à faire, il y a des besoins, mais je pense que ce qui ressort aussi des travaux, et je l'ai dit dans le bilan, et je pense que la directrice générale me le pardonnera, mais on a aussi entendu qu'aujourd'hui, ça serait bien si on arrive à monter les projets depuis le territoire, mais vraiment à les piloter depuis le territoire, parce que ces compétences, elles existent, parce que les élus avec lesquels on travaille aujourd'hui et les services des collectivités et les services des bailleurs sociaux, ils ont une vraie expertise sur le renouvellement urbain. Et donc, vous avez utilisé, madame, le mot croyance. Et comme j'utilisais le mot dogme sur la démolition, ça tombe bien. Je pense ni en la croyance ni au dogme. Je crois aux pratiques et je pense que le monde HLM a démontré son agilité et sa croyance dans le pratico-pratique, dans le faire. Donc moi, je ne sais pas s'il faut démolir ou pas chez vous, ou même chez moi, j'en sais rien. Je pense que ça nécessite qu'on en parle avec les habitants, ça nécessite qu'on se dise si ça a un intérêt, pas seulement parce qu'on se dit que c'est intéressant dans l'absolu de démolir, je sais pas ce que ça veut dire ça moi, mais quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans un quartier, et ne pas s'interdire autre chose, mais donner la main aux habitants, aux élus, aux bailleurs, et pareil, sur les questions de temporalité, de procédure, trouver des assouplissements. Je suis la première à avoir dit en introduction que c'était extrêmement long tout ça et que pour les habitants c'était compliqué. Donc je ne suis pas pour dire que l'ANRU, c'est pas grave si ça ne dure pas 5-6 ans, que ça dure 20 ans, c'est pas très grave. Non. Mais par contre, des fois, on est mis sous pression et sous stress pour 6 mois, pour un OS ou pour un début de démolition ou pour une fin de relogement, alors même que parfois, même nos habitants, sur des questions de relogement ou sur des questions de réhabilitation, ils ont besoin d'encore un peu plus de temps de concertation pour y aller. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver cette souplesse sans faire n'importe quoi, ça, je suis bien d'accord. Et donc, il faut un cadre, mais comment on fait en sorte que ce cadre, il soit un peu agile? Un peu souple, un peu agile. J'ai essayé de faire le plus court possible. C'était parfait. Et je vais vous donner la parole à Anne-Claire Maillot pour réagir justement là-dessus et peut-être nous dire un petit peu les premières pistes que vous avez élaborées dans le cadre de cette mission gouvernementale qui vous a été confiée pour l'après 2026. Alors très rapidement, évidemment, puisqu'on manque de temps. C'est comme sur l'ANRU. Merci beaucoup. Alors peut-être un mot d'abord pour réfléchir au futur. On a essayé de penser et de faire le bilan de l'actuel, notamment dans notre colloque sur les 20 ans de l'ANRU. Et je crois qu'on peut dire quand même tous collectivement qu'on ne fait plus du renouvellement urbain aujourd'hui comme on en faisait hier, qu'on a évolué dans nos méthodes collectivement et que tous les défis qui ont été listés, que je ne reprendrai pas à la table ronde aujourd'hui, sont progressivement pris en compte de manière de plus en plus forte par l'ensemble de la communauté du renouvellement urbain qui s'est professionnalisée depuis 20 ans et ça c'est un élément extrêmement important. Ensuite, vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement a souhaité confier une mission de réflexion sur le futur du renouvellement urbain à Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, à Jean-Martin Delorme, inspecteur général au ministère du Logement, et à moi-même, pour faire des propositions au gouvernement sur ce que pourrait être le renouvellement urbain demain, avec deux réflexions qui avaient été posées par le gouvernement et qui ont été bien lues par les acteurs. Vous en avez parlé à l'instant. La première qui était de savoir s'il y avait encore un besoin dans les quartiers politiques de la ville, et la deuxième c'était de savoir si la méthode du renouvellement urbain pouvait être utile pour faire face à d'autres enjeux demain sur d'autres types de territoires. Aujourd'hui, le rapport est prêt, il est terminé. Nous devons le remettre à au nouveau gouvernement qui vient d'être nommé, donc je ne pourrai pas vous en dire beaucoup plus. Nous avons effectivement demandé un rendez-vous et je suis sûre que nous pourrons l'obtenir rapidement pour pouvoir remettre nos conclusions et notre rapport dans les prochains mois. Peut-être du coup, vu que je ne peux pas vous dire le contenu du rapport, je m'en excuse, peut-être vous dire la façon dont nous avons travaillé. Nous avons essayé justement de travailler avec cette méthode qui est particulière au renouvellement urbain, c'est-à-dire d'aller voir à la fois les acteurs qui portent le renouvellement urbain. J'en profite pour remercier l'ensemble des financeurs de cette politique publique sans laquelle nous ne pourrions pas faire ces beaux projets. Action Logement, bien sûr, premier financeur du renouvellement urbain, mais aussi les bailleurs sociaux en solidarité. Vous toutes et tous, vous financez en solidarité
le renouvellement urbain, et c'est particulièrement important. La Banque des territoires, qui est le banquier du logement social, je n'ai pas besoin de le dire, et qui est à nos côtés, et l'État effectivement qui est aussi autour de table des financeurs, et c'est grâce à cette mobilisation que nous arrivons à faire ces beaux projets. Donc nous avons été voir l'ensemble des acteurs, les partenaires, les bailleurs, nous avons également rencontré des chercheurs, nous avons été sur le terrain pour voir ce qui est resté à faire ou ce qui serait intéressant de faire. Donc une méthode très partenariale pendant 6 mois. Je tiens là à remercier l'ensemble des personnes qui nous ont reçus, les contributions aussi nombreuses que nous avons eues, qui nous ont permis d'alimenter notre réflexion. Et peut-être pour conclure, parce que le chronomètre tourne, oui, et je vois que il clignote même. Clignote rouge, donc je n'ai pas forcément besoin le temps de dire beaucoup plus de choses sur les convictions que nous en avons retirées, mais peut-être à titre personnel, une conviction tirée aussi de tous les déplacements que je peux faire sur le terrain. Je crois vraiment qu'on n'a pas terminé le boulot, qu'on en a encore beaucoup à faire et qu'ensemble, il faut qu'on puisse continuer pour aller plus loin, pour les habitants des quartiers qui en ont bien besoin, pour les habitants des territoires fragiles qui peuvent en avoir besoin. Et vous pouvez compter sur les équipes de l'ANRU qui sont mobilisées sur ce sujet et avec l'ensemble des partenaires pour essayer de trouver des solutions pour l'avenir. Merci beaucoup, merci à vous tous. On a retenu beaucoup de mots importants. Moi, j'ai retenu l'idée d'allier les questions urbaines et humaines, puisque c'est la finalité finalement du programme. Merci beaucoup, on en saura donc plus sur votre mission prochainement.